présent, Raphaël Enthoven et son invité, philosophe sur l'universalité du langage musical. La musique est elle-même une sorte de silence, parce qu'elle impose silence au bruit, et d'abord au bruit insupportable par excellence, qui est celui des paroles. La musique est le silence des paroles, comme la poésie est le silence de la prose. Elle allège la pesanteur accablante du logos et empêche que l'homme ne s'identifie à l'acte de parler. Le chef d'orchestre attend, pour donner le signal à ses musiciens, que le public se soit tu, car le silence des hommes est comme un sacrement dont la musique a besoin pour élever la voix. C'est Vladimir Jankélévitch qui dit ça, dans quelque part dans l'inachevé, un chapitre intitulé « La symphonie des murmures ». Et malgré ce qu'il en dit, c'est de musique qu'on va parler, en tout cas qu'on va essayer de parler en compagnie de Dorian Astor. Bonjour Dorian. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous êtes agrégé d'allemand, vous êtes spécialiste de Nietzsche et également de ce qu'il aimait, puisque vous êtes l'auteur d'une biographie de Lou Andréa Salomé, oui. Chez Gallimard. Alors, première question sur la musique, premier paradoxe sur la musique est un langage, objectivement un langage, et pourtant c'est un langage qui ne dit rien. À quoi tient ce mutisme du langage musical, selon vous? C'est une affaire qu'au fond, on va se trouver en face d'une expression qui ne va pas correspondre à un sujet. C'est-à-dire qu'au fond, on ne va pas avoir besoin d'une sémantique. On va avoir une structure et puis on ne va pas avoir de signification objective. On va simplement avoir de l'expression. Et c'est assez intéressant. C'est le décalage entre l'expression et la signification objective. Oui. C'est-à-dire, en somme, quand je vous parle, oui. On est dans l'ordre de la communication. J'emploie des mots qui vous sont familiers pour dire quelque chose qui me semble pouvoir être transmis. On est là dans ce que Nietzsche appelle la communication, dont il faisait aussi d'ailleurs la marque de l'instinct grégaire, oui. Chez les individus, l'aspect moutonnier de chacun, le fait qu'on emploie des mots que tout le monde connaît. La musique, c'est le contraire. La musique, c'est le contraire, d'une certaine manière, et la preuve, au fond, c'est toujours l'échec pour imprimer un programme à la musique. Au XIXe siècle, on a fait beaucoup de musique programmatique. Ce morceau de musique exprime le lever du soleil, etc. Ça ne marche jamais complètement, parce qu'on est en prise, au fond, directement avec un imaginaire expressif. Ça veut dire que la musique nous sort du registre de la vérité, entendu au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire la vérité, c'est la conformité d'un discours avec la réalité qu'il désigne. Ici, dans la musique, on est hors de ce cadre-là, hors de ce schéma-là. Oui, on est plutôt, au fond, dans un type de vérité mondiale, cosmique. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui, dans la musique, s'exprime au-delà de l'individu et au-delà d'un sens objectif. Et donc au-delà des moyens que l'individu se donne pour penser le Absolument. monde. On est là dans le parc national de Organ Pipe. C'est une image magnifique, hein. C'est le sud de l'Arizona. Et alors c'est étonnant parce que pour obtenir cet effet, il faut que l'étoile polaire soit au centre du cadre et que le cadre soit ouvert pendant plusieurs heures. Organ Pipe, c'est le nom de ce type de cactus, ici comme une espèce de chef d'orchestre face au sillon stellaire. Vous avez parlé de cosmologie de la musique. Il nous a semblé que cette image pouvait l'exprimer mieux qu'une autre. On est en présence là d'une image où les étoiles semblent chanter. Absolument, si on écoute bien, on devrait entendre cette musique cosmique. C'est une très vieille préoccupation. Imaginons au pied de ce cactus Pythagore, ce philosophe mathématicien scientifique du VIe siècle grec avant Jésus-Christ, qui au fond s'assied devant le ciel nocturne et se dit comment ça tourne, comment ça marche. Et ce qui est très étonnant, c'est que toute la pensée grecque va être une pensée des rapports de proportion. Et pour comprendre les distances et les mouvements entre les planètes, entre les étoiles, il va faire une chose très, très étrange. Il va prendre des cordes, au fond des cordes comme d'une guitare, d'un instrument de musique, et il va les diviser en différents segments. Il va se rendre compte qu'il y a des rapports de proportion sonores
dans la longueur des cordes. Il invente la guitare. Il invente la guitare d'une certaine manière. Et du coup, il va rabattre le phénomène des proportions d'un point de vue acoustique sur une théorie des proportions au niveau astronomique. Ça va de pair avec sa démarche qui est celle de numérologie, comme on dit. Absolument. Le nombre a des vertus magiques chez Pythagore. Et d'ailleurs, très très longtemps, musique, mathématiques et nombres seront absolument associés. Et du coup, il se dit, si les planètes et les étoiles sont à des distances fixes et qu'en même temps il y a du mouvement, il y a tout un rapport de proportion. Et il va partir de l'hypothèse qu'au fond, les distances entre les planètes et leur carrière, leur chemin, leur trajectoire va correspondre à des proportions acoustiques. Et il va faire cette hypothèse très étrange. C'est ce qu'on appelle la musique des sphères. C'est ce qu'on appelle la musique des sphères. C'est-à-dire que chaque mouvement d'étoile va produire un ton fondamental. Platon fera la même chose. À la fin de la République, il y a cette histoire fameuse du soldat qu'on a cru mort et qu'on va mettre sur le bûcher. Le Pamphilien. Voilà. C'est un texte, il faut rappeler en 2 mots de quoi il s'agit, parce que dans les mythes platoniciens, c'est peut-être le plus beau. Absolument. On est à la fin de la République, on est au livre 10. Le Pamphilien est mort. Et il séjourne, il fait partie de ceux qui sont morts et qui ont ressuscité, et donc qui peuvent ensuite raconter, témoigner de l'au-delà d'où ils viennent. Et le Pamphilien, donc, se retrouve parmi les âmes à devoir choisir son destin, le destin qui sera le sien. Mais alors, quel rapport avec la musique? Le rapport, c'est que ce soldat, qu'on a cru mort, son âme a donc parcouru le ciel, et il a vu le mouvement des planètes, et il s'est rendu compte, dit le mythe, que chaque planète avait un ton qui lui était propre, en fonction de son mouvement et de sa place. Et que le nombre des planètes formait une gamme. Et qu'au fond, il a entendu cette harmonie des sphères. Et cette histoire d'harmonie des sphères est très troublante parce que ça va parcourir jusqu'à la Renaissance, jusqu'au XVIe siècle. Boès, Kepler au début du XVIIe siècle vont continuer à dire il y a un rapport entre le cosmos, les mathématiques et la musique, il y a une musica mundana, une musique du monde, dont la musique humaine n'est au fond que le reflet ou l'interprète. L'interprète, alors pour Kepler par exemple, déjà pour Boès, il y a 3 types de musique. La musique du monde, que nous n'entendons pas, ce qui est très intéressant, mais qui est là. Il y a la musique humaine, qui est au fond la mise en résonance, l'harmonie entre l'âme et le monde. On trouvera ça encore chez les romantiques allemands, Novalis qui parle de l'âme comme harpe éolienne qui vibre au son du vent. Au son du vent. Et la musique instrumentale qui doit être entendue au sens large d'imitation par les arts de toute cette harmonie-là. Mais c'est étrange dans cette histoire qu'on situe la musique instrumentale en deçà de la musique chantée. On pourrait avoir le sentiment que justement le langage, étant donné la nature de la musique, c'est-à-dire étant donné finalement le secret, les tonalités fondamentales dont elle témoigne et qu'elle viendrait interpréter, on pourrait penser que tout ce qui chante explicitement est d'une certaine façon une perte musicale. Là, on a Pavarotti qui s'échauffe avant de tenir le rôle de Radamès dans Aïda. On est au début des années 80, Pavarotti en pleine splendeur. Et on peut se dire que quel que soit le talent, d'ailleurs, du chanteur, dès que la musique verse dans la parole, elle perd un peu de son mystère et donc de ses vertus. Ça va être paradoxal. Ce qui est intéressant avec Pavarotti, c'est que la base de son enseignement, il a appris à chanter un certain nombre de chanteurs, il n'avait pas beaucoup de temps, mais il l'a fait. Il disait toujours, le chant n'est rien d'autre qu'un cri cultivé. C'est-à-dire que... C'est Pavarotti qui dit ça. C'est Pavarotti qui dit ça, ouais. Et il y a toute une tradition du chant italien qui va donner le primat à l'expression vocalique, qui est au fond une expression en deçà du langage, on en parlait tout à l'heure, et qui va être la grande préoccupation, par exemple, de Rousseau, dans son... C'est ce que j'allais vous dire, dans son discours sur l'origine des langues. Dans son discours sur l'origine des langues, il tient une proposition très étonnante qui est en rupture avec la tradition rationaliste de son époque, des philosophes et des musiciens. Il va dire non, le langage n'est pas l'expression de la raison, le discours n'est qu'une stratification un peu
corrompu, dégénéré d'une expression primordiale qui est l'expression de la passion. Et il dit, le langage naît non pas du besoin, mais de la passion, du désir. Et qu'au fond, les premières langues ont d'abord été des cris. Et oui, on retrouve cette généalogie du langage d'ailleurs dans son second discours. C'est un terme qu'il reprendra, le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, où il explique que le premier mot fut un cri. Absolument. Ou plutôt que le premier mot est né d'un cri. En somme, le cri a précédé la naissance du langage. Voilà. Et le cri est dans un rapport quasi immédiat, en tout cas dans un rapport d'expressivité, avec l'âme. Et donc quand Pavarotti hurle... Alors quand Pavarotti hurle... Est-ce qu'on peut dire hurle d'ailleurs? Est-ce qu'on a le droit de dire ça? Un cri, un hurlement. Quelle est la différence entre Pavarotti et le cri? Est-ce qu'il a raffiné le cri ou est-ce qu'il essaie de renouer avec le cri primordial? Quel est son travail? Le bel canto est d'une certaine manière, donc toute la tradition du chant italien est une manière de polisser, de civiliser des phénomènes sonores instinctifs. Il faut, par exemple, penser à toute une tradition ultérieure où le chant et le cri seront beaucoup plus proches l'un de l'autre. On pense au cri de Marie dans Wozzeck, au cri de Loulou de Berg. Donc il y a vraiment un rapport constant entre le chant et le cri. Ce que fait au fond Pavarotti quand il chante, c'est qu'il apporte la preuve d'une certaine manière de la position très polémique de Rousseau, pour y revenir, qui dit la musique n'est pas ce rapport des nombres. Il s'adresse à son grand ennemi Jean-Philippe Rameau, grand compositeur mais grand théoricien, rationaliste, qui reste lui au fond dans cette idée de rapport de proportion. De la possibilité d'enserrer la musique dans un schème. Dans un schème absolument rationnel. Et Rousseau dit non, la musique, et c'est ce que nous disions, la musique est expression de la passion. Et disant cela, il va dire la musique française est corrompue, elle est beaucoup trop rationalisée. Tout est corrompu pour Rousseau. Tout est corrompu pour Rousseau. Dès lors qu'on rentre dans l'ordre de la civilisation, absolument. On est dans la perte de quelque chose de fondamental. Sauf que la musique italienne, pour Rousseau, l'est beaucoup moins. Il y aura toute une polémique entre les défenseurs de la musique française et de la musique italienne. Musique italienne, au fond, qui accorde beaucoup moins d'importance au récitatif, aux mots, à la prosodie de la langue, et qui se préoccupe seulement du bel canto, du beau chant, de la pure expression sonore du corps et de la passion. On pourrait retrouver d'ailleurs ça dans l'expérience que fait le spectateur quand il va à l'opéra. Il y a finalement assez peu d'importance à ne pas comprendre ce que Pavarotti est en train de chanter. Oui, on peut se passer du livret pour prendre du plaisir. C'est un aller-retour permanent. Le public d'opéra, on voit aussi beaucoup de gens à l'opéra qui ont leur livret, leur partition, grâce au sous-titrage. Vous avez d'un côté Rameau, de l'autre côté Rousseau. Voilà. En même temps, évidemment, si on veut savoir quelle passion expriment les personnages d'opéra, il est important de savoir quelle est l'histoire, et c'était le cas de l'opéra italien où il y avait un air par type d'affect, l'air de fureur, etc. On change de registre. Ouais. Je vous présente le Phalacrocorax atriceps. Ça vous impressionne, non? Oui, ça m'impressionne. Oui, absolument. Alors on l'appelle aussi cormoran. Voilà. Quand on est moins cuistre. Et voilà le cormoran. Ce qui est étonnant ici, évidemment, d'abord, c'est la position qu'il prend. On dirait qu'il se déguise en clé de sol ou je sais pas, pour chanter et par là même d'ailleurs marquer son territoire. Absolument. Ce qui est très étonnant quand on voit cette image, c'est que il y a une posture du corps qui va mettre en valeur cette couleur blanche du jabot et du ventre. Il a ses yeux bleus phosphorescents, cette toute petite crête jaune, les pattes rouges, et il est sur son rocher et il est en train de signaler, de signifier quelque chose. Il est en train de créer des signaux pour le milieu qui l'entoure. Il a aussi la bouche ouverte et on peut imaginer qu'il est en train de chanter. Je ne suis pas sûr que le cormoran soit un grand chanteur, mais en tout cas, le fait est qu'il est en train de créer à la fois un territoire visuel par sa posture. Quelquefois, je ne sais même pas si les cormorans volent correctement, mais en tout cas, les oiseaux signalent leur territoire par certains mouvements de leur vol. Et il est en train, en même temps, de signaler un territoire par